important pour cette première partie, c'est vraiment qu'au-delà de tous les exemples qu'on a vus ensemble, je vous ai présenté des théories qui sont utilisées tout le temps. Donc la notion d'asymétrie d'information et de coût de transaction, vous devez l'avoir en tête tout le temps. Et vous devez avoir en tête qu'à chaque fois qu'on met un élément nouveau dans le système financier, on affecte la répartition entre financement direct et financement indirect, on affecte le coût de transaction, on affecte la symétrie d'information. Ça veut dire à chaque fois qu'on met une nouvelle règle, eh bien, on doit se poser la question quel est l'impact en termes de coût de transaction et quel est l'impact en termes d'asymétrie d'information. Je vais prendre un exemple et vous allez faire le raisonnement pour moi. Assurance des dépôts. Quel est l'impact en termes de coût de transaction et quel est l'impact en termes d'asymétrie d'information? Donc je dis, ce serait bien de proposer une assurance des dépôts. Qu'est-ce que ça a comme impact en termes de coût de transaction? Et ça veut dire que toutes les banques qui vont être assurées, effectivement, elles vont devoir être assurées, elles vont devoir être surveillées par quelqu'un pour être sûr que les gens qui contribuent à l'assurance le fassent comme il faut. Qui contribue à cette assurance? Toutes les banques. Et donc ça veut dire qu'une partie des bénéfices des banques ou une partie des coûts associés au fonctionnement des banques est prélevée pour aller financer l'assurance. Donc cette assurance de dépôt, elle n'est pas gratuite. Il y a quelqu'un qui la paye, on paye tous un petit morceau de cette assurance, et donc potentiellement ça nuit aux transactions qui pourraient être effectuées. Il n'y a pas d'assurance des dépôts sur les marchés financiers, enfin, il y a d'autres types d'assurances, mais par exemple, il n'y a pas d'assurance des dépôts sur les marchés financiers. S'il n'y a pas d'assurance sur les marchés financiers, ben c'est moins cher. Alors comme l'assurance des dépôts, c'est pas très cher, parce qu'il y a peu de chances que ce soit mis en avant, l'impact sur le coût de transaction n'est pas très important. Mais alors par contre, l'impact sur l'asymétrie d'information peut être important. Alors l'impact sur l'asymétrie d'information, qu'est-ce que c'est l'asymétrie d'information? C'est le fait que deux parties n'aient pas la même information. Deux types d'asymétrie d'information. Premier type, avant l'exécution du contrat, la sélection adverse. Deuxième type, après l'exécution du contrat, le hasard moral. Je suis un client d'une banque. J'ai une assurance des dépôts. Quel est le problème de sélection adverse? Je suis client d'une banque, on me dit, j'ai une assurance des dépôts. Quel est le problème de sélection adverse? J'arrive sur le marché de l'occasion. Donc l'exemple que j'avais pris avec le marché de l'occasion, on m'assure que je vais repartir avec une bonne voiture quoi qu'il arrive. J'ai une voiture chère, une voiture pas chère. Laquelle je prends? Je prends la pas chère, puisque j'ai une assurance. Problème de sélection adverse sur les banques. J'ai une banque qui me propose un gros taux d'intérêt sur mon compte épargne. Et j'ai une banque qui me propose un tout petit taux d'intérêt sur son compte épargne. Et dans les deux cas, j'ai une assurance de dépôt à laquelle je vais. Celle qui me donne le taux d'intérêt le plus élevé. Mais pourquoi elle me donne le taux d'intérêt le plus élevé? Parce qu'elle est plus risquée. Et donc il y a un problème de sélection inverse. Si je me base sur le taux d'intérêt qu'on va me donner, bah, potentiellement je ne vais pas choisir la bonne banque. Donc le fait de mettre une assurance sur les dépôts, je sais que je suis garanti. Est-ce que je vais choisir ma banque en fonction de sa probabilité de faillite? Non. Non, non. Quand je suis un client, moi, je prends la banque qui est la plus près de chez moi. Je prends la banque qui... Donc, une assurance des dépôts, c'est un problème de sélection adverse. Et c'est aussi un problème d'aléa moral. L'assurance des dépôts propose pour les clients un problème de sélection adverse. Et il y a un problème d'aléa moral. Quel est le type de problème d'aléa moral? Oui? Je pense que c'est le fait que quand je paye une assurance, j'ai l'intention de faire des assurances, en fait. Exclusivement sachant que je serai oui, c'est ça, mais c'est ça pour le dirigeant de la banque. Donc le dirigeant de la banque, il sait qu'il y a une garantie des dépôts. Et bien, dès qu'on me donne un dépôt, j'ai
stratégie la plus risquée possible. C'est pas grave, tous les déposants seront garantis, j'ai l'intérêt à être une mauvaise banque. Si je fais faillite, c'est pas grave, j'aurai l'assurance des dépôts pour couvrir mes dépôts. Donc là, mettre en place un système d'assurance des dépôts, ça a un coût en termes de transaction. Ça a un avantage, c'est que les gens ne font pas un bank run. Et ça a un inconvénient, c'est qu'il n'y a personne qui surveille sa banque. Et que la banque, comme elle va être sauvée, enfin, en tout cas les déposants vont être sauvés, les déposants ne surveillent pas la banque, donc la banque fait ce qu'elle veut. Donc une banque n'aurait que des déposants et pas beaucoup d'actionnaires. Les actionnaires, qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt? Parce que la banque prend le maximum de profit. Les déposants ne vont pas regarder ce qui se passe. Et tant pis si on fait faillite, puisque de toute façon, à la fin, les déposants seront assurés, ils n'ont pas surveillé. Donc il faut penser qu'à chaque fois qu'on met une réglementation, on va avoir un avantage et un inconvénient. Et donc, il faut avoir en tête tous ces éléments-là. Par exemple, sur la réglementation, si tout est standardisé maintenant dans la communication pour les fonds, donc la réglementation PRIPS, ça veut dire qu'une information qui n'est pas prévue dans le contrat, qui n'est pas prévue dans la réglementation, elle n'est pas là. Donc s'il y avait une information importante que vous auriez dû avoir, peut-être que vous l'auriez eu par ailleurs, mais la banque, elle ne va pas s'amuser à vous la donner si elle n'est pas obligatoire. Donc potentiellement, elle n'est pas là. Alors maintenant, on va, une fois qu'on a vu les déterminants de l'existence du système bancaire et la justification de l'existence bancaire, on va regarder qu'est-ce que c'est que le secteur bancaire. Alors là, j'ai repris les éléments d'un ouvrage. Alors évidemment, comme ce sont les éléments d'un ouvrage, ça date un peu. Et là, c'est la taille des actifs pour les plus grosses banques. Alors vous allez voir, il y a quelques détails avec la liste suivante. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'évidemment, plus grosse banque, d'où elle vient, de Chine. Et vous allez voir dans l'élément actualisé, c'est encore plus vrai. Ici, donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des grosses banques et que la plupart de ces grosses banques sont des banques qui sont internationales, qui offrent une multitude de services, et qui sont des banques qui sont plutôt universelles, qui font un peu de tout. Et on voit qu'elles possèdent donc des montants qui sont très importants. Quand je vous disais, si, imaginons donc par exemple BNP, c'est le PIB de la France. Donc BNP tombe, la France, c'est la richesse d'une année. Est-ce que la France peut se permettre de perdre la richesse d'une année si BNP fait faillite? Ça risque d'être compliqué. Donc imaginez pour la partie Fortis, donc Fortis, et puis la France, il y a BNP, et puis juste en dessous, il y a Crédit Agricole. Il ne faut pas avoir à en sauver plusieurs la même année. Alors ça, ce sont mes chiffres de livres un peu anciens. Là, j'ai repris une liste un peu plus actualisée. Évidemment, là, on voit un peu plus l'importance de la Chine. La première, la deuxième, la quatrième. La première, c'est CIC. C'est vraiment la banque la plus grosse de la planète. Après, vous voyez, premières européennes, BNP, donc qui est 8e. Et puis, vous avez tout un tas de banques, des banques, encore une banque française, une banque allemande. Bon, je ne vois pas de banque belge. Enfin, moi, je considère que BNP, c'est pas des banques belges. Mais pour chercher des banques belges, il faut que j'aille plus loin. Donc KBC, 33e, et puis je pense qu'il y en a une deuxième sur cette. Belfius, 44e. C'est cher Belfius, hein? Il y a Dexia, oui. Vous voyez? Et c'est Dexia dans l'ancien fonds. Ça veut dire que finalement, même si mes chiffres sont plus actualisés, c'est complet. Donc les banques sont de très gros intermédiaires financiers, plus gros que les États. Et donc ça veut dire, quand je vous parlais de l'Islande, qui, quand elle dit « je sauve mon secteur bancaire », les investisseurs financiers de la planète ont regardé l'Islande, ils ont bien rigolé, et ils ont dit « t'es sûr que tu garantis ton système bancaire ?» La seconde où ils ont dit « je sauve mon système bancaire », on a dit « hop, il n'y a plus d'Islande ». Parce que l'endettement de l'Islande ne permettait pas de faire face aux pertes du système bancaire, donc c'était terminé. C'était vraiment, enfin pour les investisseurs financiers de l'époque, c'était vraiment la blague des Islandais. On comparait la taille de la quantité de pertes par habitant. Et comme nous, on analyse par exemple la taille de la dette par habitant de l'État belge, bien eux analysaient la taille de la perte par habitant. Et évidemment, c'était un surcomptable, donc ça pouvait dire que c'était bien.
On verra un peu plus tard donc, les éléments sur le système bancaire. Dans cette partie, on va pas faire que les banques. La plus grosse partie, c'est les banques, mais bien évidemment, on s'intéressera à qu'est-ce qu'il y a dans le système de l'assurance, qu'est-ce que c'est qu'un information, et ainsi de suite. On verra quelles sont les particularités des différentes institutions. On va utiliser les chiffres de la Banque nationale de Belgique pour faire l'analyse, et donc dans le rapport de stabilité macroprudentielle, qui s'appelle Financial Stability Report. La Banque nationale de Belgique faisait traditionnellement une analyse de la stabilité financière en Belgique. Et puis il y a une réglementation européenne qui a dit que vous êtes obligé de faire un rapport de l'analyse macroéconomique des risques en Belgique. Et comme la Banque nationale de Belgique n'avait pas envie d'en faire deux, elle a dit je fais les deux. Et dans les autres pays, vous avez un rapport de la stabilité macroprudentielle et un rapport de la stabilité financière. En général, on fait les deux à part. Pourquoi? Parce que potentiellement, si on fait les deux en même temps, on a des risques de conflit d'intérêts entre les deux. Il faut avoir en tête que le problème de la supervision macroprudentielle et de la supervision microprudentielle, c'est que vous pouvez avoir des conflits entre les deux. Microprudentielle, ça veut dire que je surveille banque par banque. Macroprudentielle, c'est j'analyse la stabilité de l'ensemble du système financier. Si j'ai quel est l'intérêt, en termes de profitabilité des banques, microprudentielle, vous voulez que toutes vos banques soient solides à la fin de la journée. Donc ce que vous voulez, c'est qu'elles gagnent le plus possible. Plus elles vont faire du profit, plus elles seront solides. Ça, c'est microprudentiel. Et si vous êtes un superviseur macroprudentiel, ce que vous voulez, c'est qu'elles mettent le plus de côté dans l'ensemble, pour être sûr que si jamais il y a un problème, elles ont assez de sous. Et donc, le macroprudentiel va dire non, il ne faut pas qu'elles fassent beaucoup de profit, il faut qu'elles mettent beaucoup de sous de côté. Et donc, on va avoir comme ça des conflits d'intérêts entre le macro et le micro. Mais en Belgique, on élude un peu ce problème et on fait un seul rapport. Et la seule chose qu'on fait, c'est qu'on dit qu'il y a deux vice-gouverneurs différents. Donc un vice-gouverneur qui est responsable du macroprudentiel et un vice-gouverneur qui est responsable du microprudentiel. Sur le plan européen, le responsable du microprudentiel, c'est le mécanisme de supervision unique. Donc il y a une personne à la tête, c'est une femme, une française, pour l'instant, elle va être renouvelée bientôt, enfin elle va être renouvelée cette année. Et donc, ça c'est une personne. Et cette personne, elle travaille pour qui? Elle est dans quelle institution? La BCE. Donc ça, c'est la Banque Centrale Européenne. Qui est responsable du comité de supervision macroprudentielle, à votre avis? On n'a pas été très intelligent en Europe non plus. La BCE. Donc, macroprudentiel, il s'appelle ESRB, European Systemic Risk Board. Et donc, il y a aussi un chef de ce comité de risque systémique européen. Mais indirectement, c'est la Banque Centrale Européenne, et donc c'est aussi Mario Draghi. Qui est le chef de la politique monétaire en Europe? C'est le chef de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi. Ça veut dire que quand il passe d'une réunion à l'autre, il doit changer de casquette, et il doit surtout avoir une optique qui est très différente. Et donc à chaque fois, il doit avoir, lui, ses conflits d'intérêts dans sa tête, ça doit être un peu compliqué. Puisque l'intérêt de la politique monétaire, c'est que les mécanismes de transmission de la politique monétaire soient les plus efficaces possibles. Ça veut dire qu'il veut que les taux d'intérêt, quand il bouge les taux d'intérêt, toutes les banques bougent les taux d'intérêt en même temps. Donc peu importe si les banques sont fiables ou pas fiables. Le régulateur microprudentiel, il veut que les banques gagnent beaucoup d'argent. Le régulateur macroprudentiel, il veut que les banques gagnent pas beaucoup d'argent et qu'elles mettent plein de sous de côté. Et lui, il change de réunion toutes les 6 minutes et il est censé avoir en tête l'ensemble des mécanismes. Évidemment, on lui met des sous-chefs sur chaque division pour être sûr que chacun des sous-chefs a un intérêt à défendre sa division et donc que lui doit trancher à la fois. On peut voir que le système bancaire en Europe est évidemment très développé, puisque évidemment si on regarde les actifs bancaires, le bleu foncé, la zone euro, le Royaume-Uni, l'Europe, quand on compare aux États-Unis, évidemment, le système bancaire est bien plus petit que le système bancaire dans les autres États de l'Union européenne. Ça n'empêche pas les États-Unis d'avoir une partie des plus grosses banques de la planète, même s'ils ont un tout petit marché financier, enfin, tout petit secteur bancaire par rapport au reste des autres pays.
Ce qu'il faut avoir en tête sur les caractéristiques fondamentales du système bancaire, c'est que les actifs de la banque sont faits de crédits liquides, les passifs sont liés donc à... que les passifs sont plus liquides que les actifs, et que les banques se financent majoritairement par endettement. C'est-à-dire l'effet de levier, comme on dit, donc la proportion de capital par rapport à la taille du bilan. Et donc il y a très peu de capital par rapport à la taille du bilan. Dans d'autres entreprises, on ne tolérerait pas qu'une institution soit aussi endettée que ça. Dans le cas d'une banque, c'est très endetté. La quantité de capital par rapport à la taille du bilan est très faible. Donc si on prend par exemple, en imaginant que la banque détient exactement le montant de capital de la réglementation de BAL 3, enfin de l'effet de, pardon, si on fait pour l'effet de levier dans BAL 3, pour l'effet de levier dans BAL 3, ça veut dire qu'on doit avoir 3% de fonds propres. Ça veut dire que si on a une banque qui fait 100 milliards, elle doit avoir seulement 3 milliards de fonds propres. Est-ce que vous imaginez, quand vous montez votre entreprise, n'importe quelle entreprise, qu'on vous laisse aller sur les marchés financiers si vous avez engagé que 3% de vos fonds? Jamais. Donc les banques, elles, se financent majoritairement par endettement, et c'est très important par rapport au reste des institutions. Donc le passif, l'effet de levier est très important. C'est aussi pour ça que ce sont des institutions qui sont très risquées. C'est pour les banques. Donc je ne parle pas ici d'institutions financières non monétaires. Une institution financière non monétaire, elle doit avoir un peu plus de capital que ça. Les banques sont à cet égard un élément un peu particulier. Le partage des risques est atypique entre les actionnaires et les déposants. Qui doit surveiller la banque? Le déposant et l'actionnaire sont censés avoir un intérêt à la surveillance de la banque. Et quand vous êtes client d'une banque, la banque est endettée auprès de vous, et donc ça veut dire que normalement vous devriez avoir une surveillance de la banque par les déposants. Mais comme il y a beaucoup de déposants et qu'ils ont une assurance des dépôts, ben, ils ne mettent pas vraiment en place leur surveillance. Et les actionnaires, ben, les actionnaires ils possèdent 3, et la banque est pressante, ils n'ont pas vraiment non plus beaucoup d'intérêt à surveiller la qualité de leur banque. Et donc le problème de la banque, c'est qu'il y a un risque de hasard moral important, parce qu'on peut avoir et des déposants et des actionnaires qui n'ont pas intérêt à surveiller la qualité de la banque. Il y a un élément qu'on ne verra pas, ici dans le cadre du cours, sur les banques dites banques islamiques qui ont des modèles de financement très particuliers, qui sont des banques avec quasiment l'équivalent, le système c'est le crédit bail, puisque l'objectif est de ne pas faire des intérêts sur des prêts, donc c'est des systèmes de location financière. Mais ça, c'est un modèle financier qui est très particulier. Donc ce que vous devez avoir en tête, c'est ça. Si vous devez retenir un slide particulier dans le cours, vous devez avoir en tête le schéma bancaire, le schéma du bilan. Pourquoi vous devez l'avoir en tête? Parce que quand vous travaillez pour une banque, vous travaillez chacun dans une toute petite division de chacun de ces éléments-là. Et quand on vous demande d'analyser le risque, vous allez analyser le risque d'une toute petite partie, vous devez déjà savoir quel côté vous êtes. Mais en plus, quand vous analysez une toute petite partie, le chef du risque, il doit avoir la vision qu'on dit big picture, et la big picture, c'est d'avoir ça en tête, c'est-à-dire de savoir où vous contribuez dans le bilan de la banque, quels sont les risques globaux de l'institution financière. Et ça, le régulateur, donc la Banque nationale par exemple, elle veut des gens qui soient experts de tous les calculs de l'ensemble des risques sur chacun de ces éléments, mais elle veut aussi qu'à la fin, le PDG de la banque, quand il s'installe en face du banquier central, il soit capable de lui dire, si je monte les taux de 1%, qu'est-ce que vous perdez? Et ça veut dire que la personne doit avoir en tête l'ensemble des équilibres à l'intérieur de son bilan, tous les calculs complexes, pour être capable de dire, si j'ai 1%, là je gagne, là je perds, là je gagne, là je perds. Et globalement, voilà, ça c'est l'impact sur mon institution. Parce qu'on travaille tous sur, et vous allez le voir en finance empirique, sur des petits éléments, mais il faut avoir en tête que l'institution, globalement, c'est ce qu'elle doit savoir, c'est est-ce que vous êtes viable demain, et donc il faut avoir en tête cet élément-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans une banque? Le premier élément dont on a, c'est les fonds propres, le capital et les réserves.
le capital et les réserves. Alors le capital, il est vu ici au sens large. Ça va être donc tout ce qui est capital et les éléments qui sont convertibles en capital. Donc ça veut dire tous les éléments qu'on pourrait transformer facilement en capital. Par exemple, des obligations qui, si la banque est en difficulté, elle transforme toutes ces obligations en partie du capital. Donc c'est ce que j'ai déjà évoqué, qui s'appelle les COCOs, donc les Contingent Convertible Bonds, qui font partie donc des éléments qui se mettent tout en haut dans le bilan. Les réserves, donc qui sont les bénéfices passés que la banque a mis de côté. Il faut avoir en tête qu'il existe des réglementations sur ces parties-là. Ça veut dire que par exemple, une banque qui est en difficulté financière, elle n'a pas le droit de distribuer de l'argent à ses actionnaires. C'est interdit. Donc une banque qui est limite sur ses ratios de Bâle, elle n'a pas le droit de distribuer des dividendes. Donc ça veut dire que les éléments réserves et autres rentrent dans la définition du capital. Les éléments particuliers de la banque, évidemment, dépôt à vue, dépôt d'épargne, qui sont les parties très liquides, qui sont les parties importantes de l'institution financière classique. Des autres dettes non monétaires, donc c'est des obligations, tout un tas de types de financement que la banque peut avoir. Il y a un élément qui est très important, ce sont les dettes interbancaires. Qu'est-ce que c'est que les dettes interbancaires? Tous les jours, la banque a besoin éventuellement de liquidité auprès du marché. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se financer auprès des autres banques. Le marché interbancaire, c'est un marché sur lequel toutes les banques se prêtent et s'empruntent de l'argent tous les jours. Ça veut dire que la banque, elle a à la fois des dettes interbancaires, mais elle a aussi potentiellement des avoirs, des créances interbancaires qui sont là. Donc en même temps, on peut être endetté auprès d'une banque et avoir des avoirs sur une banque. Et donc on peut avoir des positions comme ça sur tout le secteur financier. C'était très vrai avant la crise. Avant la crise de l'euro, il y avait beaucoup de dettes interbancaires, il y avait beaucoup de créances interbancaires. On verra exactement les chiffres. Qu'est-ce qui se passe pendant la crise de l'euro? Aucune banque ne fait confiance à son voisin. La première chose qui disparaît, c'est ça. Les banques regardent les autres banques en face et disent Lehman est tombé, Fortis est tombé, moi je vois une banque sur le marché, je ne lui fais pas confiance, je ne lui prête plus. Et donc ça veut dire que si je ne prête plus, j'ai plus de créances, mais ça veut dire que je n'ai pas non plus de dette vis-à-vis des banques. Aussi, il faut imaginer que le marché interbancaire s'arrête parce qu'on n'a pas confiance en l'autre, mais aussi parce qu'on n'a pas confiance en soi-même. C'est-à-dire quand on se regarde dans le miroir, on se dit je suis quand même pas dans une super situation, et donc je ne vais pas aller prêter aux autres parce que je ne sais pas si je serai là demain, donc je vais garder mon argent plutôt que de prêter aux autres. Donc c'est à la fois parce qu'on n'a pas confiance à l'autre. Si les dettes interbancaires, les créances interbancaires disparaissent, quel est le problème pour la banque? Un problème de liquidité. Que fait la Banque Centrale Européenne? Elle remplace le marché interbancaire en fournissant de la liquidité. Le jour de la crise, ce marché-là disparaît et la Banque Centrale intervient sur le marché et fournit de la liquidité au taux. Ça va? Il faut avoir en tête que nous, on appelle ça donc le procédure pour la Banque Centrale Européenne, la procédure d'open bar. C'est-à-dire qu'avant cet élément-là, la Banque Centrale Européenne ne donnait que des quantités limitées de liquidité sur les marchés en fonction de ce qu'elle voulait comme taux d'intérêt. Quand la crise arrive, la Banque Centrale Européenne dit voilà le tarif et vous prenez autant que vous voulez. Et on est dans cette situation d'open bar depuis octobre 2008. Donc on n'est toujours pas dans un mécanisme de fonctionnement normal du marché interbancaire. On a toujours, si vous allez à la Banque Centrale Européenne, vous avez autant de liquidité que vous voulez. Et le taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne est à 0. Donc ça veut dire que si vous êtes une banque, vous voulez de la liquidité, ça coûte ça. Mais la Banque Centrale ne prête pas sans garantie, donc il faut lui donner des garanties. Et c'est en fait c'est là où finalement c'est... Oui. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc là, ce que fait la BCE, c'est de dire donc toujours les mêmes questions, hein, les parties liquidité, des parties un peu solvabilité, cette histoire-là.
Donc sur la liquidité, c'est la banque tous les jours pour mettre dans les distributeurs. La banque, elle a des actifs ici, des titres. Mais s'il y a un déposant qui vient chercher de l'argent, il lui faut des liquidités. Et la banque, elle va chercher des liquidités auprès de la Banque Centrale Européenne. Pour avoir des liquidités auprès de la Banque Centrale Européenne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre en pension des titres. Donc elle donne des titres et elle reçoit le montant avec un taux d'intérêt de 0 en liquidité. Évidemment, la Banque Centrale Européenne, vous lui donnez les titres moches que vous avez. Vous avez du titre moche, vous le donnez à la Banque Centrale Européenne, un taux d'intérêt de 0. En plus, c'est bien de lui donner du titre moche, parce que si vous donnez des titres qui ne sont pas très jolis, potentiellement s'ils font faillite, c'est pas grave, c'est pas vous qui les avez, ce sera la Banque Centrale. Mais bon, mais la Banque Centrale se protège, elle prend des proportions de risque, et donc elle évalue ce que vous lui donnez. Et donc, vous ne pouvez pas lui donner que le plus moche qui existe. Et donc, il faut avoir en tête que ce marché-là disparaît, que la Banque Centrale Européenne le remplace. La Banque Centrale Européenne le remplace, mais chaque banque doit avoir une quantité de monnaie tout le temps disponible à la Banque Centrale Européenne. Si vous n'avez pas une quantité de liquidité disponible suffisante auprès de la Banque Centrale Européenne, vous perdez votre licence. Pour les banques, c'est impératif. Alors, ce n'est pas tous les jours. L'impératif, il est sur une période de temps considérée, il faut avoir une moyenne. Donc ça veut dire que ce n'est pas au jour le jour, si jamais vous n'êtes pas à la limite, c'est pas un problème. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, je vais essayer de me trouver une place sur le tableau. Donc aujourd'hui, vous avez une période qui est une période de 6 semaines. Et pendant 6 semaines, vous devez avoir le montant qui est le montant là. Ça, c'est le montant que vous devez avoir. Et donc, dans une période normale, le premier jour, vous avez peut-être moins, le deuxième jour, vous avez peut-être plus, et ainsi de suite. Et vous avez comme ça une évolution petit à petit. Et votre objectif, c'est d'avoir en moyenne l'élément. Pendant la crise, comme vous n'êtes pas sûr de tenir les 6 semaines, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le maximum le premier jour, et puis ensuite vous vendez petit à petit. Donc vous prenez un peu moins, un peu moins, un peu moins, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que vous devez avoir la moyenne sur la totalité de la période. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir suffisamment de liquidité pour la totalité de la période, vous prenez le maximum le premier jour, et puis vous dites je liquide petit à petit au fur et à mesure du temps. Avant la crise financière, la position de toutes les banques sur ces périodes faisait que le taux d'intérêt, il évoluait comme ça, et puis si le dernier jour on se rendait compte qu'il manquait d'argent, ça montait, si le dernier jour on se rendait compte qu'il y avait trop d'argent, ça baissait. Donc le taux d'intérêt sur le marché interbancaire, il était globalement stable, pas très loin des objectifs de la Banque Centrale Européenne, donc on va avoir une toute petite déviation à la fin du mois, enfin à la fin de la période des 6 semaines, à la hausse ou à la baisse. Ça, c'était donc quand chacun allait sur le marché financier pour récupérer de la monnaie. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde va à la Banque Centrale Européenne, donc il n'y a plus trop de risques sur la possibilité de ne pas avoir assez de liquidité sur la période. Donc ça, c'est la partie obligatoire. Si vous n'avez pas ce montant-là sur le mois, vous perdez votre licence bancaire, c'est terminé. Il faut avoir en tête que cette liquidité-là, c'est la liquidité qui vous permet de faire face à vos dépôts de la journée. Donc, un trader sur le marché monétaire interbancaire, c'est assez rigolo, enfin pour ceux qui regardent l'évolution des prix des actifs, il travaille jusqu'à 13h. Donc il travaille entre 8h30 et 13h. Entre 8h30 et 13h, ils essayent de collecter la liquidité. Ils ont l'information de combien leur donne la Banque Centrale en général. Donc c'est une seule fois par semaine, mais ils ont l'information à midi. Et donc quand à 13h, ils doivent avoir bouclé les besoins de liquidité de la banque pour la journée.
Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'à 13 h, vous devez savoir si la banque va tenir jusqu'à 18 h ou pas. Si vraiment vous travaillez à 17 h quand vous êtes un trader sur le marché monétaire, c'est que vous êtes trompé. Et alors là, vous prenez une grosse pénalité. Parce qu'il faut avoir en tête que ça, c'est de la liquidité dont vous avez besoin pour faire face à vos engagements. C'est comme si, quand vous arrivez à 17 h 30, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas assez de cash dans le distributeur pour faire face à vos besoins. Ça, c'est une énorme pénalité. Et donc, pour les marchés, vous allez payer un gros taux d'intérêt. Donc, sur le marché monétaire, il faut bien avoir en tête que les gens travaillaient le matin. Ils collectaient la quantité d'argent sur la journée. La banque devait estimer au mieux la quantité de dépôts qui vont être retirés, l'ensemble des liquidités dont elle va avoir besoin, et ensuite le trader sur le marché monétaire prend la quantité de liquidités besoin, une petite marge de manœuvre ou de sécurité, puis ensuite on... Il arrive que certains traders se trompent, et quand ils se trompent, sur le marché monétaire, il n'y a pas vraiment de quand on se trompe, on est mytho. Parce que il faut avoir en tête donc que sur le marché monétaire, quel est le taux d'intérêt du marché monétaire en Europe? Comment il s'appelle? Le taux d'intérêt du marché monétaire au jour le jour? C'est pas le Euribor. Le Euribor, c'est celui dont ça commence à 3 mois. Léonia. Donc Léonia, c'est le journalier pour les banques. Donc ça, c'est le taux cible de la politique monétaire, c'est celui-là. Donc ça, c'est le taux cible de la BCE. Donc, en fonctionnement normal, on a en fait un éolien qui tourne autour du cible, de la cible. Mais comme la Banque Centrale Européenne veut être sûre que vous ne faites pas faillite, elle fixe ce qu'on appelle les taux de facilité permanente. On appelle ça les taux de facilité permanente. Une facilité de prêt et une facilité de dépôt. En temps normal, là il y avait 1%, et là il y avait 1%. Ça veut dire que si jamais vous n'avez pas trouvé d'argent sur le marché monétaire, quand vous étiez un trader, vous allez le chercher à plus 1%, et alors là, vu les montants concernés sur le marché monétaire, vous prenez une grosse perte. Donc ça, c'est le fonctionnement normal de la politique monétaire. Vous avez une cible, vous avez un taux interbancaire, et le taux interbancaire tourne autour de la cible de la Banque centrale. Et la Banque centrale travaille pour que ce taux soit tout près. Ça, c'est en temps normal, et on n'est plus vraiment en temps normal. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme tout le monde a plein d'argent, on est tout en bas de ce qui est possible de faire. Puisqu'évidemment, il y a plein de liquidités disponibles dans l'économie. Comme il y a plein de liquidités disponibles, il n'y a jamais personne qui va aller s'endetter à un taux élevé. Et tout le monde a plein d'argent, et donc on est en dessous de la cible de la Banque centrale. Mais comme la cible est à 0, on est en fait à 0, voire négatif pour les bonnes institutions financières. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces éléments-là, avoir à vue auprès de la Banque centrale, dette interbancaire, créance interbancaire, sont très importants parce qu'en fait, c'est par là que passe la transmission de la politique monétaire. Si vous n'avez pas ce mécanisme sur le marché interbancaire, si vous n'avez pas des banques qui tous les jours doivent aller sur le marché interbancaire pour prendre des liquidités et pour satisfaire ce ratio-là, la Banque centrale, elle ne peut pas transmettre le taux d'intérêt à l'économie. Oui. Excusez-moi, dans les 6 semaines, oui. comment ça fait le ratio? En fait, c'est une période, et ça s'appelle les périodes de réserve. Donc en anglais, c'est Maintenance Reserve Period. Donc c'est les périodes de réserve de la Banque Centrale Européenne. Jusqu'à il y a, jusqu'en, je crois que c'est 1er janvier 2016 ou 1er janvier 2015. Donc avant c'était 4 semaines, maintenant c'est 6. Ça n'a rien à voir avec le LCR. Le LCR. Oui, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est la quantité
de liquidité que vous êtes obligé de détenir sur votre compte auprès de la Banque Centrale Européenne. Si vous n'avez pas ce taux de liquidité auprès de la Banque Centrale Européenne, vous perdez votre licence bancaire. Et comme vous avez besoin d'une quantité de liquidité, vous devez la trouver sur les marchés. Et comme vous devez la trouver sur les marchés, la Banque Centrale Européenne influence le taux d'intérêt du marché. Et donc, vous êtes obligé d'avoir un taux qui est proche de celui de la Banque Centrale Européenne. Oui ? C'est parce que vous avez, en fait, les banques sont structurellement en besoin de liquidité, et cette liquidité est fournie par la Banque Centrale Européenne. C'est la Banque Centrale Européenne qui choisit, enfin, dans le fonctionnement normal, combien elle donne. Si elle donne plus, elle fait baisser le taux. Si elle donne moins, elle fait monter le taux. Donc c'est elle qui va jouer en fonction de la quantité qu'elle met à disposition, si elle va faire monter ou baisser le taux. Évidemment, depuis la crise financière, le seul taux qui va être important, c'est celui qu'elle met en bas, puisque de toute façon, c'est plus elle qui contrôle combien il y a de liquidité disponible, puisqu'elle a 10 open bar. Si elle dit open bar, ça veut dire que quand vous demandez de la liquidité, vous en avez. Donc la liquidité est excédentaire et elle tombe au plus bas. Et donc la Banque Centrale Européenne, le taux le plus important aujourd'hui, c'est le taux qui est en jaune au bas, qui permet de faire bouger le taux entre les banques, plus haut ou moins. Même si les banques ne s'échangent pas beaucoup, puisqu'elles préfèrent aller voir la Banque Centrale. Ça va? Sûr? Bon, ça c'est l'exemple, c'est pas un cours de politique monétaire, mais c'est pour vous illustrer l'importance des mécanismes qui sont là. Et donc ce que vous devez retenir, c'est ce qu'il y a là. Ça c'est, par exemple, ça pour l'examen, il n'y a pas l'examen. 65e pour l'examen, c'est pour vous expliquer que ça, c'est très important. Donc il faut, donc, la partie dette interbancaire, créance interbancaire, c'est ce qui va jouer sur la quantité de liquidité qui va être disponible dans l'institution. Et cette quantité de liquidité va avoir une importance sur la capacité de la banque à faire face à ses dépôts et au retrait éventuel des déposants. Tout le reste, des créances, des prêts, des titres, des participations, sont des actifs qui sont classifiés. Des actifs qui ont quel type de caractéristiques? Ils sont de long terme. Les passifs sont de court terme. Ça va? Je vous fais, parce que j'ai mis ça, petit parenthèse. Je vais vous représenter le bilan du système financier dans son ensemble. Je prends toutes les banques et je prends la Banque Centrale Européenne avec. Donc je prends toutes mes institutions financières monétaires, toutes celles qui créent de la monnaie. Et donc je vais faire un bilan, donc, qui est le bilan du système financier. Dans mon bilan du système financier, si je prends tout le système financier, je prends toutes les banques dans leur ensemble, qu'est-ce que je vais avoir? Donc vous imaginez, ça c'est banque par banque, et d'un coup je prends toutes les banques de toute la zone euro. Qu'est-ce que je vais avoir? Si je fais la somme de tout ce que j'ai de toutes les banques. Le capital, je vais avoir du capital. Ça va être le capital de toutes les institutions financières de la zone euro. Des dépôts, je vais avoir tous les dépôts de toute la zone euro. Alors je vais avoir des dettes, mais le problème c'est que mes dettes, s'ils sont des dettes de la zone euro qui appartiennent à des gens de la zone euro, sont aussi des avoirs, donc je ne vais pas vraiment avoir de dettes, je ne vais pas avoir beaucoup de dettes, ce ne sera pas grand chose. Et ce sera
Donc, je ne vais pas prendre les dettes. Est-ce que j'ai un marché interbancaire? Il est interne à l'ensemble du système financier, donc ce qui est une dette est aussi une créance interbancaire. Si je prends toute l'institution... De l'autre côté, évidemment, je vais avoir les liquidités auprès de la Banque Centrale Européenne, mais je vais avoir que les réserves minimales, et donc je vais avoir les réserves de tout le monde. Et après, je vais avoir deux catégories. La première catégorie, ça va être ce que j'appelle les avoirs extérieurs nets. Et la deuxième catégorie, ça va s'appeler les avoirs rémunérateurs sur résident. Les avoirs rémunérateurs sur les résidents, j'ai qui dans les résidents? Des ménages, des entreprises, l'État. Et ces ménages, ces entreprises ou l'État, je détiens sur eux peut-être que je leur ai octroyé des prêts, peut-être que je détiens des titres, peut-être que donc, tous les éléments que je détiens qui m'apportent un taux d'intérêt sur les ménages, sur les entreprises ou sur l'État, c'est les avoirs extérieurs nets, c'est égal aux avoirs extérieurs bruts moins ce qu'on appelle les engagements extérieurs bruts. Donc c'est les avoirs extérieurs bruts moins les engagements extérieurs bruts. J'ai pris tout le système financier de l'ensemble de la zone euro. J'ai potentiellement des participations, mais c'est négligeable. Les participations ou les immeubles, par rapport à la taille de tout le reste, c'est vraiment rien du tout. Je pourrais avoir de l'or, je pourrais avoir quelques éléments qui restent ici. Un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que mes dépôts ou mes éléments de court terme, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la masse monétaire. En prenant l'ensemble du système financier dans son ensemble, je peux avoir la masse monétaire qui est la quantité de monnaie qui est disponible dans la totalité de mon économie. La quantité de monnaie qui est disponible dans mon économie va dépendre de la quantité de titres que je possède sur mes résidents et des avoirs que je possède sur l'étranger. Les avoirs extérieurs nets, c'est la différence entre les avoirs que je possède sur l'étranger, les avoirs extérieurs bruts, et l'engagement extérieur brut, c'est ce que je dois aux étrangers non résidents de l'Union européenne. Donc quand j'ai une augmentation de la masse monétaire, j'ai une augmentation des actifs. Quand j'ai une diminution de la masse monétaire, je vais avoir une diminution soit des éléments étrangers, soit je vais avoir une diminution des actifs qui sont disponibles. Quand la Banque centrale fait du quantitative easing, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète de la dette. Elle achète de la dette sur qui? Par exemple sur l'État. En achetant de la dette sur l'État, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente la masse monétaire en circulation. Quand on réduit le quantitative easing, c'est-à-dire quand la dette arrive à échéance, quand la dette arrive à échéance, on rembourse, qu'est-ce qui se passe sur la masse monétaire? Elle se réduit. Dites-moi. Non? Vous avez dit, c'est un achat de la dette qui augmente la... Quand on achète de la dette, donc quand on fait un quantitative easing, la Banque centrale achète de la dette, elle augmente la masse monétaire. Et ça, c'est si on prend la BCE, Fortis, enfin, au BNP, n'importe quelle banque,
la banque qui vous octroie un crédit hypothécaire, elle augmente les avoirs rémunérateurs sur les résidents et elle crée de la monnaie. C'est pour ça qu'on dit que toutes les banques créent de la monnaie. Une banque qui vous octroie un crédit, c'est une créance qu'elle détient sur vous, et donc il y a de la monnaie en échange de la créance qu'elle détient sur vous. Donc pareil, ce qu'il faut avoir, la raison pour laquelle je vous présente ça, c'est parce que si vous entendez des gens partout dans les médias et tout, il y a plein de gens qui vous disent que la monnaie se crée à partir de rien. Elle se crée au fait que les institutions financières détiennent un avoir sur vous. Et donc la représentation de la monnaie, donc la monnaie en circulation, c'est un avoir que vous avez sur la Banque Centrale Européenne, mais indirectement, c'est un avoir que vous avez sur l'ensemble de l'économie de la zone. C'est une petite proportion de l'avoir sur la totalité de l'économie. Et c'est parce que les institutions financières détiennent plus d'avoir qu'elles sont capables de créer plus de monnaie. Donc à chaque fois qu'il y a de la monnaie nouvelle qui est créée, la Banque Centrale doit acheter des titres. Ouais. Donc quand la dette arrive à échéance, vous remboursez, vous redonnez de l'argent à la banque, la masse monétaire en circulation dans l'économie diminue. Donc à chaque fois que vous augmentez, donc il y a un crédit supplémentaire, il y a une masse monétaire supplémentaire. Et la phrase qu'on utilise par rapport à ça, c'est on dit les crédits font les dépôts. Quand vous faites un emprunt hypothécaire, qu'est-ce qui se passe? Vous devez de l'argent à la banque, mais la banque, elle met l'argent sur votre compte. Donc c'est quand vous faites un crédit, vous avez un dépôt. C'est les crédits, la créance qui est détenue par le système financier sur vous, qui génère la masse monétaire. Donc la monnaie, elle n'est pas créée à partir de rien, elle est créée à partir de l'ensemble des créances, donc l'ensemble des créances qui sont détenues sur l'ensemble des résidents ou les éléments extérieurs. Je vais détailler après les éléments extérieurs. Mais est-ce que ça va pour ça? Donc, vous faites un emprunt pour acheter votre voiture, vous créez de la monnaie. Vous êtes en découvert, vous créez de la monnaie. Toutes ces opérations-là, ce sont des opérations de création monétaire. Parce qu'à chaque fois qu'il y a ces opérations-là dans un intermédiaire financier monétaire, on a une augmentation de la masse monétaire. On est dans les intermédiaires financiers monétaires parce qu'on a des dépôts. Si je n'ai pas de dépôt, ma seule possibilité de faire un crédit, c'est d'emprunter de l'argent à quelqu'un d'autre. Mais ici, quand je fais un crédit, j'augmente les dépôts. Et n'importe quelle banque, parce que souvent, une fois qu'on a expliqué ce mécanisme, on imagine très bien la Banque centrale acheter des titres et émettre de la monnaie. Mais on a du mal à se dire que la banque du coin, quand elle nous fait un crédit, elle crée de la monnaie. N'importe quelle institution financière monétaire, quand elle fait un crédit, elle crée de la monnaie. Donc tout le système financier tout le système bancaire, donc le système, les institutions financières monétaires, participent à la création de monnaie. De la plus petite à la Banque Centrale Européenne. Et vous participez aussi à chaque fois dans la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Imaginons donc que moi je devienne un citoyen du Royaume-Uni. Là je deviens un citoyen du Royaume-Uni. Et je vous dis, est-ce que vous ne pourriez pas me prêter 100 €? Vous me prêtez 100 €. Je suis un citoyen du Royaume-Uni. Qu'est-ce qui se passe? On a détruit de la monnaie. Quand vous me prêtez 100 €, vous avez détruit de la monnaie. Pourquoi? Parce que vous m'avez donné de la monnaie. Donc il y a un peu moins de dépôts pour les citoyens de la zone euro. Moi je suis à l'extérieur, les citoyens du Royaume-Uni. Mais comment on a détruit de la monnaie? Si moi je détiens des euros, quand je détiens un billet en euros,
j'ai un avoir sur la totalité de l'économie européenne. Donc ça veut dire que vous avez un engagement vis-à-vis de moi. Toute l'Europe, toute l'Union économique et monétaire a un engagement vis-à-vis de moi. Donc quand je donne de l'argent à un non-résident, le non-résident détient une créance sur la totalité de la zone. Mais à l'inverse, quand le non-résident me donne des dollars, donc le non-résident échange des dollars et me donne des dollars, qu'est-ce que je détiens? Je détiens un avoir sur la banque centrale américaine. Donc je suis un Européen, je vais à ma banque, je vais chez ING, je donne à ING des dollars, il me donne des euros en échange. J'ai augmenté la monnaie en circulation dans l'économie. Je lui ai donné des dollars, des avoirs, ça a augmenté, et donc il y a plus de monnaie en échange. Ça veut dire qu'une économie qui va avoir des échanges extérieurs qui vont être productifs, donc une économie qui va exporter beaucoup, la Chine va exporter beaucoup, elle va avoir des tonnes de dollars, et si elle a des tonnes de dollars, et que les Chinois ils veulent changer leurs dollars en yuan, il va y avoir des tonnes de yuan dans l'économie. Donc c'est pour ça qu'on cherche à avoir des balances commerciales qui sont plutôt équilibrées, pour qu'on ne se retrouve pas d'un coup avec trop d'argent ou pas assez d'argent. Aux États-Unis, il y a plein de gens qui ont des dollars, donc les engagements extérieurs bruts sont massifs. Et ces éléments-là ont une influence sur la quantité de monnaie qui circule dans l'économie. Donc ça, c'est quand on prend tout l'ensemble du système financier, de la petite banque locale jusqu'à la Banque Centrale Européenne. Et à chaque fois qu'on crée de la monnaie, on ne crée pas de la monnaie à partir de rien, on crée de la monnaie parce qu'on a des titres et qu'il y a un endettement. Ça veut dire que quand on n'a plus confiance dans les titres ou dans l'endettement de certains, a priori, on peut ne plus avoir confiance dans la monnaie. Et c'est là où, évidemment, on est dans un système où ça repose sur notre confiance dans la stabilité de la Banque Centrale Européenne, dans sa capacité à bien choisir les titres qu'elle possède, et ainsi de suite. Et avant, je vous avais dit, là, j'ai mis des participations, et avant, il y avait l'offre. Pour augmenter la masse monétaire, je devais avoir plus d'offres. Parce que je considérais que c'était la valeur refuge. Maintenant, même un crédit, même un prêt que j'octroie, c'est une garantie pour la quantité de monnaie que je crée d'abord. Donc c'est fondamental d'avoir en tête ça, parce que en fait c'est une petite représentation de la quantité de monnaie dans l'économie. Mais vous, ça c'est suffisant. Oui? Et si vous créez beaucoup de monnaie, ça veut dire que vous avez beaucoup de gens vous avez beaucoup de titres. Et si vous pensez que la personne ne vous rembourse jamais, eh bien vous mettez en question la confiance que vous avez dans cette monnaie. Et si tout le monde veut s'en débarrasser, eh bien le problème qu'il y a, c'est que cette monnaie perd de sa valeur parce que ces titres-là, ils ont perdu de leur valeur. Et le risque, c'est si vous n'avez plus confiance dans les titres, vous n'avez. Pourquoi la BCE n'a pas le droit de prêter aux États? Parce que si la BCE prête aux États et que vous pensez que l'État ne rembourse jamais, alors vous n'avez plus envie de détenir des euros. Et si vous n'avez plus envie de détenir des euros, tout ce mécanisme ici, donc tous les crédits de tout le monde, là, leur valeur chute. Et si leur valeur chute, ça veut dire que la valeur de votre maison, la valeur de l'investissement d'une entreprise, toute cette valeur-là tombe d'un coup. Et donc c'est comme ça que vous avez des chocs sur les organismes monétaires. Le Venezuela, il y a plein de monnaies partout, mais personne n'a confiance dans ce qu'il y a dans le Venezuela. Donc ils peuvent donner autant de monnaie aux Vénézuéliens, de toute façon on considère que ça vaut rien et donc ils ne peuvent pas s'en sortir. Le seul moyen qu'ils vont avoir, c'est
Le FMI va arriver, va leur faire un prêt, et donc va en fait réinjecter de l'argent dans la banque centrale, et donc ensuite ils vont pouvoir repartir. Parce qu'ils auront des avoirs qui sont des avoirs sur l'extérieur. Et les avoirs sur l'extérieur, ça va être des avoirs sur le FMI. Que le FMI leur aura donné. Et donc la nouvelle monnaie qu'ils vont créer à partir des avoirs du FMI sera plus solide, puisqu'elle dépendra des avoirs extérieurs. Ben, le Venezuela ne vaut pas, donc pour l'instant le Venezuela, la monnaie plonge, et tant qu'ils ne demanderont pas, ou tant qu'on ne trouvera pas la confiance dans l'économie, l'Islande, ça plonge, jusqu'à ce qu'à un moment on dise mais il y a du minerai en Islande. Donc tant qu'on est capable de sortir du minerai, moi j'ai intérêt à détenir de la monnaie islandaise. L'or détenu par les banques centrales, c'est rien aujourd'hui par rapport à la taille du bilan de la banque centrale. Donc ça veut dire que c'est pas la valeur de l'or, même quand dans la presse on nous parle de quantité d'or rachetée par une banque centrale ou par une autre. La taille du bilan de la banque centrale, c'est rien du tout. Oui. Dans une situation comme le Venezuela où ils ont une hyperinflation, qu'est-ce que vous pensez comme solution? Il faut changer de monnaie. Ça Ça veut dire qu'il faut... la première étape pour limiter l'inflation, c'est de créer une nouvelle monnaie pour espérer que la nouvelle monnaie donne confiance. En fait, en général, ces économies qui sont en grande difficulté, il y a deux possibilités. C'est soit on fait une forte dévaluation de la monnaie, donc on dit la monnaie, elle vaut 10 fois moins, ou 100, enfin, dans le cas du Venezuela, ils ont déjà fait 1 million de fois moins, mais ça n'a pas suffi. Et donc il faut changer la valeur de la monnaie pour l'extérieur. Et puis sinon, ce qui se passe en fait, c'est que souvent, on travaille avec des monnaies étrangères. Donc c'est des monnaies étrangères où ça recommence par le troc. Donc dans les économies où la monnaie, il n'y a plus de confiance dans la monnaie, on échange des biens. Et puis on trouve à un moment des biens qui commencent à être substituts pour tout le monde. Ou des tickets, par exemple, pendant les périodes de guerre, les tickets de rationnement. Les tickets de nourriture, par exemple, constituent des remplacements de la monnaie puisqu'ils donnent droit à manger. Ça a beaucoup de valeur en période de guerre, et donc ça c'est un mécanisme qui rétablit une confiance, c'est-à-dire tout le monde a confiance dans la valeur du ticket de rationnement, et donc ensuite on peut baser un système monétaire sur ce type de produit ou de ticket ou de garantie, qui ensuite grossissent et se retransforment en monnaie. Ça c'est une possibilité, mais ça c'est très local. Sur le plan national, donc sur le plan d'un État, c'est intervention du FMI. Le FMI arrive, une nouvelle monnaie. Et pour rétablir la confiance, souvent, évidemment, ce qui se passe, c'est que c'est un nouveau gouvernement qui arrive, qui joue sa crédibilité, qui dit qu'il va travailler sainement, qu'il ne va pas s'endetter de manière folle. Et c'est au départ un soutien de l'étranger. Et le Venezuela, par exemple, ils ont beaucoup de pétrole, donc c'est pas non plus une situation où, comme ils ont beaucoup d'avoir, ils vont avoir des possibilités d'avoir des échanges internationaux et d'avoir des monnaies, etc. ne pourrait pas jouer sur les taux d'intérêt, par exemple augmenter les taux d'intérêt pour avoir une appréciation de leur... C'est ce qu'ils essayent de faire, mais l'intérêt de monter les taux d'intérêt, enfin l'objectif de monter les taux d'intérêt, c'est d'attirer des capitaux étrangers. Si on n'a pas de confiance là, il n'y a aucun étranger qui va venir donner des dollars pour acheter des titres locaux. Donc tant qu'il n'y a pas de confiance, monter les taux d'intérêt, ça ne diminue pas nécessairement la perte de confiance dans l'économie. Les exemples, c'est, si je reprends l'histoire sur les talons or, comment on faisait dans les talons or, on changeait la parité. Donc quand tout le monde avait perdu la confiance dans la monnaie, donc on disait par exemple, je ne sais pas moi, 1 dollar c'était 1 gramme d'or. Bah, du coup, quand les gens disaient mais c'est sûr qu'il n'y a jamais 1 gramme d'or dans la banque centrale qui équivaut à 1 dollar, tout le monde perdait la confiance dans la monnaie et on disait on fait une nouvelle monnaie et maintenant c'est 1/10 de gramme d'or par dollar, par nouveau dollar. L'exemple, le nouveau franc belge, c'est X% de l'ancien franc belge et celui-là on est sûr qu'il est plus crédible que l'ancien. Et ça va? Ça fait beaucoup de choses. Une fois qu'on a vu comment étaient composées nos institutions bancaires, donc on a vu les actifs et les passifs, ce qui est important,
c'est de voir comment ils évoluent au fur et à mesure du temps. Et donc, par exemple, quand je vous ai parlé des créances interbancaires, bon, ça se stabilise, ça monte, 2006, 2007, puis 2008, ouf, 2009, descente. Les créances interbancaires, donc les échanges interbancaires entre les institutions belges, du jour au lendemain, ont baissé assez fortement, 2008-2009. Ça remontait un peu en 2010, mais on n'est toujours pas au niveau de 2007. Ça veut dire que le marché interbancaire en Belgique, donc ça c'est 2013, hein, j'ai le même un peu plus long qui va jusqu'en 2015. 2015, on n'est toujours pas au niveau de 2007. Donc en créance interbancaire, on est encore très très loin d'avoir retrouvé un fonctionnement normal. De la même manière, évidemment, quand on voit les créances, les dettes interbancaires, c'est la même chose. On n'est toujours pas au niveau. 2007-2008, on était à 400. Je pense qu'on est en... Donc on est en milliards. Donc on est à 400 milliards. Maintenant, les 200 sont très loin. On doit être peut-être à 50 milliards. De la même manière, ici, donc en bleu clair, on a les prêts. Et ça, c'est toujours inquiétant pour la Belgique. Si vous regardez la proportion de bleu clair ici et la proportion de bleu clair ici, qu'est-ce que vous me dites? Ça augmente. Les banques belges font beaucoup de prêts. Beaucoup. Et on va voir dans le détail par la suite avec les slides, ce sont des prêts en plus assez particuliers. Les titres d'endettement, bon, il y a des périodes où c'est beaucoup plus important. Ici, il y en a un peu moins. Mais l'évolution n'est pas dramatique. Et dans le reste, ce sont des produits dérivés. Les produits dérivés aussi, 2006, 2007, 2008, 2008 c'est l'année où il y en a le plus. Et puis après, ça s'est réduit petit à petit. Et donc, il n'y a plus beaucoup de produits dérivés. Oui? C'est pas par rapport, c'est pas en lien avec la gestion du capital, avec la réglementation. C'est en lien avec la réglementation. De toute façon, à partir de 2010, il est interdit de traiter des produits dérivés pour compte propre. Et donc, on a le droit aux produits dérivés pour couverture. En plus, il faut les justifier. Donc, ça devient de moins en moins utilisé par les banques dans le bilan bancaire. Après, les produits dérivés peuvent se retrouver ailleurs, mais dans le bilan bancaire, en termes de dette, ce qui est aussi important, c'est de la même manière que les prêts. Les banques belges, quand on regarde la proportion des dépôts, le bleu clair, ça devient très important. Ça grossit. Ça veut dire que nos banques belges, elles font beaucoup de prêts et elles vont chercher, elles se battent pour les dépôts, pour en avoir beaucoup. Si on raisonne sur le marché international, ça veut dire que nos banques belges ont un modèle très classique. Elles veulent beaucoup de dépôts pour faire beaucoup de prêts. Et vu les conditions financières actuelles, qu'est-ce qu'on se dit? Elles ne gagnent pas beaucoup d'argent sur les prêts, et donc ça veut dire qu'elles font beaucoup, mais qu'elles ne gagnent pas beaucoup. Et ça veut dire que si elles font des prêts et que les gens ne remboursent pas, ben, potentiellement les banques belges elles sont fragiles parce qu'elles font beaucoup de prêts. Les dettes subordonnées et autres, ça bouge un petit peu. Ça se voit pas beaucoup, mais dans ces dernières années, ça a un peu remonté, mais ça se voit pas beaucoup sur les graphiques. Ça se voit un peu sur les certificats de dépôt et d'autres types de dettes, mais parce qu'il y a un peu de tout. Et le dernier élément qui est le orange sur les produits dérivés, évidemment, on l'utilisait plus si on en a un. Donc ça, c'est pour la partie globale. Après, ce qu'on va faire, c'est que on va détailler les éléments partie par partie dans le bilan bancaire belge pour que vous ayez en tête les composants des différents éléments. Alors, le premier... Oui. Donc, une dette subordonnée, c'est... Donc, ici, j'ai mes dettes. Le premier, c'est le senior. Le deuxième, c'est le junior. Et puis, j'avais dit, le dernier, c'est le junk. Et celui qu'on appelle junior, on a aussi celui qu'on appelle mezzanine. Subordonné, c'est tout ce qui est en dessous de senior. Pourquoi? Parce que pour qu'on rembourse junior, c'est subordonné au fait qu'on a déjà remboursé senior. C'est lié aux questions de seniorité, mais subordonné, ça veut dire que c'est subordonné au remboursement de la classe supérieure. Pourquoi c'est important les dettes subordonnées dans le système bancaire?
c'est parce que les subordonnés, ils ont moins de chances d'être remboursés. Ça veut dire que si la banque fait une perte, les subordonnés sont en partie, alors ce que je vous disais, c'est les obligations convertibles sont traitées comme du capital. Les subordonnés sont plus proches du capital aussi que les seniors. Puisque les subordonnés ont moins de chances d'être remboursés que les seniors. Et donc ça veut dire que si on doit, entre guillemets, parce que la banque fait des pertes, prendre de l'argent à quelqu'un, eh bien les subordonnés, ils peuvent perdre de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on les prend en compte. Et c'est pour ça qu'on fait une catégorie particulière, parce que les subordonnés, potentiellement, ils ne verront pas leur... Enfin, si la banque est en difficulté, ils ne verront pas leur fonds. Alors, ici, on a donc les expositions globales des banques, donc par type de produit, et on a les différents pays. Donc ce que je vous disais, c'est que la Belgique fait globalement un peu plus de prêts que les autres. Donc le rouge, c'est les prêts aux particuliers pour acheter des maisons. Et si on regarde, il y a les Pays-Bas qui en font plus. Alors les Pays-Bas sont les champions. Mais bon, on n'a pas très envie de se comparer à l'Espagne sur la quantité de crédit qu'on fait sur les crédits hypothécaires. Donc ça, c'est quelque chose qui, la Banque nationale, ça ne lui plaît pas trop. Donc quand on fait notre rapport macro-prudentiel, et qu'on dit quels sont les risques des banques belges, ça ne nous plaît pas trop. Après, pour le reste, donc, le gouvernement, on prête au gouvernement, mais c'est à peu près comme les autres. Il y en a qui prêtent plus, d'autres qui prêtent moins au gouvernement. Sur les entreprises non financières, sont les verts. Des autres prêts sur les particuliers, il n'y en a pas beaucoup. Donc on fait des prêts sur des véhicules ou des questions de prêts à la consommation, il n'y en a pas beaucoup en Belgique par rapport aux autres pays. Si on compare la France, il y en a beaucoup. Ça fait partie aussi des risques en France. Il y a beaucoup de crédits à la consommation, il y a plus de problèmes de surendettement en France qu'il y en a en Belgique. Et puis ça sont des... Ah non, le gouvernement c'était jaune. Et bleu c'est autre. Donc jaune, oui, c'est comparable aux autres. Ce qui est un peu plus particulier, donc on a vu dans les prêts particuliers pour les maisons, c'était quand même un bon morceau. Mais à côté des prêts, si je reviens sur mon système bancaire, hein, j'ai des prêts, mais j'ai aussi des avoirs, j'ai des titres. Alors qu'est-ce que j'ai dans mes titres? Qu'est-ce que j'ai comme titre sur les compagnies domestiques? Et là, moi, ce qui m'inquiète encore, et ce qui inquiète encore la Banque nationale, c'est activité de real estate, donc toujours le marché de l'habitation, ou potentiellement le marché même de la construction, de l'immobilier. Ça reste encore 14% des actifs. Et puis si je considère que, à côté de l'immobilier, la construction, c'est quand même un secteur qui est juste à côté de l'immobilier, si les prix de l'immobilier s'écroulent, la construction n'ira pas mieux, j'en ai encore 11%. Donc j'ai 20% du total sont des prêts hypothécaires, et j'ai ensuite encore 20% de ce que je donne aux entreprises domestiques. C'est encore lié au marché de l'immobilier. Ça, pour la Banque nationale, c'est encore un truc qui fait que sur le marché immobilier belge, on surpaye. Si le marché immobilier s'écroule, le système financier belge est quand même une grosse difficulté. Alors après, évidemment, il y a d'autres éléments. Donc ici, retail, donc c'est la consommation classique, les entreprises manufacturières, des services, des activités scientifiques et techniques. On remarquera quand même que sur des activités de services et autres, il n'y a pas beaucoup de prêts malgré tout en Belgique. Donc ça veut dire aussi, indirectement, donc on dit si le marché immobilier s'écroule, on va avoir des difficultés, mais d'un autre côté, ce que ça veut dire, c'est qu'une partie des actifs bancaires sont garantis par des actifs physiques. Et là, il y a d'autres pays où il y a plus d'investissement dans les services et il y a moins d'actifs physiques potentiellement quantifiés. Alors après, ici, il y a les expositions donc, aux compagnies domestiques des différents secteurs. Et donc, on voit l'évolution des différents secteurs avec les secteurs qui montent, les secteurs qui descendent. Là, on a l'évolution donc pour le public. Et ça, c'est quelque chose, si je vous montre celui des autres pays,
vous allez voir, c'est quelque chose qui est assez particulier. C'est qu'en fait, en Europe, on dit toujours que le marché est fragmenté. Qu'est-ce que ça veut dire, le marché est fragmenté? Ça veut dire qu'on n'arrête pas de parler de la zone euro, on n'arrête pas de parler du fait qu'il faut favoriser des transferts entre tout le monde, il faudrait que les Allemands aillent investir en Grèce, et ainsi de suite. Quand on regarde le système financier de chaque pays, ici, 26% c'est exposition au secteur public, autre que le gouvernement, 23% c'est l'exposition au gouvernement. C'est-à-dire la moitié des expositions gouvernementales belges, c'est la Belgique. Si le système financier belge va pas bien, le système bancaire belge, enfin pardon, si le système financier va pas bien, on sait que l'État belge va les aider. Si l'État belge va pas bien, 50% des actifs gouvernementaux détenus par les banques belges, c'est l'État belge, et donc on a le retour direct. Ça veut dire que le lien entre crise bancaire et crise des dettes souveraines, il est encore très important. Alors bien sûr, on a tous les autres avec des petits pourcentages. Le plus gros, c'est que 8%. Donc en termes de diversification sur les dettes, ici, on n'a pas beaucoup de diversification. Et les particuliers belges ne s'en rendent pas compte parce que c'est pas le secteur bancaire. Si on leur disait que 50% des types de gouvernement qu'ils possèdent, c'est que de la Belgique, bon, en Belgique, ça irait encore, mais si on dit en Italie que vous possédez que de la dette italienne, évidemment, à chaque fois qu'on parle des soubresauts de la dette italienne ces jours-ci, le système bancaire italien, il tousse. Parce que 50% de ces actifs gouvernementaux, quand le taux d'intérêt de l'Italie monte, la totalité des actifs obligataires italiens, ça baisse, et ça veut dire qu'il va falloir, si on enregistre les pertes, passer toutes les provisions et tout ça. Donc, il faut avoir en tête que le marché reste fragmenté, ça veut dire que chaque pays est encore très lié, chaque système bancaire est encore très lié à son État. Et l'objectif de la Commission européenne et des institutions européennes et de tout le système réglementaire est de dire, ça, il faut que ça diminue. Il faut qu'on possède tous une petite partie de tous les pays de la zone, pour que s'il y a un pays qui est en difficulté, ça n'a pas beaucoup d'impact sur la totalité des autres pays de la zone, pour essayer de réduire le lien système bancaire-État. Et c'est pour ça qu'on a interdit aux États de sauver leur système bancaire, parce qu'en fait, l'autre problème aussi, c'est que l'État a intérêt de sauver son système bancaire. Dès que la banque est en difficulté, elle sait que l'État voit la banque en difficulté, elle sait qu'il n'y a que la banque qui lui achète ses titres d'État. Problème de hasard moral pour la banque, elle a intérêt à mal se comporter tant qu'elle détient des dettes belges, l'État belge la sauvera. Que dit l'Union européenne? L'État belge n'a pas le droit de sauver une banque belge. Il doit passer par le mécanisme européen de résolution, et c'est le mécanisme européen de résolution qui dit on a le droit de sauver la banque, ou on n'a pas le droit de sauver la banque, et si on a le droit de sauver la banque, c'est pas l'État belge qui paie. On peut voir ici, et ça c'est plutôt drôle, c'est les évolutions des différents actifs qui sont possédés par, la part des différents titres des gouvernements étrangers qui est possédée par la Belgique. Pour les bons, donc c'est les bleus, Autriche, Allemagne, Finlande, France, les Pays-Bas, on reste dans des proportions qui sont plutôt stables mais un peu à la hausse. Évidemment, ce qui est assez particulier, c'est toujours quand on regarde l'évolution de cela. L'évolution de cela, si on prend par exemple les verts clairs, les violets, c'est l'Italie. Les banques belges, elles aimaient bien l'Italie. Donc 2009, 30, aujourd'hui on est à peu près à 10. Et encore 10, on trouve que c'est beaucoup. Mais si on regarde les verts, bon évidemment le vert clair c'est l'Espagne, les jaunes, on ne voit pas beaucoup, ça n'a pas beaucoup diminué. Donc les verts, ça a beaucoup diminué pendant une période, puis ça commence à monter. On fait plus confiance à l'Espagne que dans les parties 2012-2013. Un truc qu'on oublie souvent, j'ai parlé des prêts. Qu'est-ce que c'est que le graphique de gauche? Ce sont les prêts et c'est la quantité qui est titrisée en violet. Donc c'est la quantité de prêts octroyés et c'est la quantité de prêts titrisés.
2006-2007, quelle est la quantité de prêts titrisés? Rien du tout. L'épaisseur du trait, vous ne voyez pas bien, mais il y a un tout petit peu de violet quand même. Mais alors, quand on arrive à 2008-2009, la quantité de prêts titrisés explose. Et puis les gens nous disent, mais oui, la titrisation, c'est pas bien, mais est-ce qu'on a arrêté? Alors, pour ceux qui disent que la titrisation est bien, on reste quand même avec des niveaux de titrisation qui restent assez importants. Et il faut avoir en tête que la banque, suivant le contrat que vous avez signé, elle n'a pas vraiment besoin de vous poser la question pour faire la titrisation. Oui? Comment ça s'explique? Ben, ça veut dire que la banque, comme il y a des investisseurs qui ont plein d'argent, parce que la Banque Centrale Européenne émet plein de monnaie. Il y a des gens qui ont plein de monnaie. Si la banque est capable de faire des paquets intéressants, qu'il y a des gens qui sont prêts à les acheter, comme il y a plein d'investisseurs disponibles, ça peut être rentable pour la banque de faire des paquets. Pourquoi pour la banque ça peut être intéressant? C'est parce qu'on a dit que les banques elles font plein de prêts. Comment réagit la Banque nationale? Elle met une punition sur les prêts en Belgique. Donc, un prêt d'une banque belge, elle a une punition par rapport à si une banque française fait un prêt en France, elle est moins punie. Elle a une toute petite punition, elle doit mettre du capital en plus. Donc elle a un peu moins d'intérêt à le faire. Mais si elle est capable de prendre son paquet de prêts et de le revendre, et de le confier à d'autres investisseurs, pour elle, c'est tout bénéf. Et notamment, qu'est-ce qu'elle gagne dans cette histoire-là? Elle gagne la commission. Puisque quand vous signez un prêt, vous payez des frais, elle prend la commission. Elle, le prêt, si quelqu'un est prêt, a envie de l'acheter, elle le met sur titrisation, et là, elle gagne la commission, et le reste, c'est pour le marché. Et tant qu'il y a des investisseurs pour acheter ce type de produit, évidemment, il n'y a pas de problème. Quand on dit que les banques octroient beaucoup de prêts, ici, ça, c'est le nombre de nouveaux prêts. Donc, c'est la quantité de nouveaux prêts octroyés par les institutions. 2007, 2013, 2014, et alors après 2014, on s'envole. Les taux d'intérêt ont baissé, les banques compensent la baisse des taux d'intérêt par une augmentation énorme du volume de prêts. Elles prêtent tout le temps, énormément, et à tout le monde. Ça, c'est les prêts hypothécaires, le vert. Vous avez une explosion du prêt hypothécaire, et donc vous avez un système bancaire belge qui est très dépendant du marché de l'immobilier belge. Et donc pour la Banque nationale, c'est un élément très important dans la supervision des banques. Et c'est pour ça qu'il y a une pénalité. Une banque belge qui fait un crédit hypothécaire en Belgique, elle doit mettre plus de capital. Parce que la Banque nationale belge dit c'est risqué, et donc il faut mettre plus de côté. Est-ce que c'est assez? On verra pour la suite. Et on en rediscutera. Pas la semaine prochaine, la semaine prochaine.